tout pour le casque. Nouveau Mac Studio. Des applis en dehors de l'App Store. Oui, il y a bien des virus sur Mac. TV+, gratuit pendant 2 mois. Lundi 17 avril 2023. François Le Truedic. Fabrice Neumann. La quotidienne iWeek, épisode 374. Bonjour à tous. On commence par ce qui devrait évidemment être le gros morceau de la keynote de la WWDC qui se tiendra, rappelons-le, le 5 juin prochain, à suivre en direct avec nous bien sûr sur iweek.news. Le casque de réalité étendue naturellement. Dans sa newsletter hebdomadaire, notre confrère Mark Gurman en remet une couche en prévoyant que cette réunion des développeurs sera, j'ouvre les guillemets, un des événements les plus importants de toute l'histoire de l'entreprise, fermez les guillemets. Avec donc présentation du casque de réalité étendue, du système Reality OS et d'une panoplie d'outils de développement d'applications. Avec peut-être, et là il est moins sûr, une première disponibilité pour la fin de l'année pour la vente du casque. En tout cas, François, il semble qu'il n'y a plus de doute sur l'arrivée de ce casque tant attendu et déjà tant chroniqué, notamment par nous. C'est vrai que on va être un peu triste une fois que ce sera présenté, parce que du coup il faudra trouver autre chose à raconter. Non, je rigole. Bon là, on a quand même l'impression que les planètes sont en train de s'aligner. C'est vrai que le fait que ce soit en plus l'ami Mark Gurman qui nous balance l'info, je pense qu'il y a de quoi être relativement confiant, on va dire. Maintenant, on sait que ça a été annoncé un certain nombre de fois déjà. On s'attendait à l'avoir en fin d'année dernière, on s'attendait à l'avoir en début d'année. Bon, clairement, ça paraît logique que ce soit présenté à la WWDC parce qu'il va y avoir tout un écosystème à construire autour et on sait que cet écosystème il repose essentiellement en fait sur les développeurs, même si je pense qu'Apple aura une ou deux petites applis sympas à nous proposer, mais c'est vrai que c'est surtout ce que vont faire les développeurs qui va être intéressant. Maintenant évidemment on parle de présentation, on parle pas de disponibilité, parce que ça à mon avis il y aura quelques mois à s'écouler, un peu à l'image de ce qu'on a pu avoir pour l'Apple Watch, pour l'Apple TV et autres. Je sais pas si tu t'en souviens. Alors l'Apple TV ça commence à dater, hein. Seuls les plus vieux d'entre nous s'en souviendront, mais il y avait eu un petit kit de développement aussi proposé, et voilà, ça avait été annoncé en amont. Donc je pense que là on peut miser quelques bitcoins là-dessus. Toujours dans sa newsletter Power On, Mark Gurman s'attend à la présentation de nouveaux Mac pendant la WWDC et notamment du fameux MacBook Air à écran 15 pouces que certains d'entre nous pensaient voir apparaître au catalogue en avril via un simple communiqué de presse. Au menu, toujours un processeur M2, cela dit pas de M3 en vue. Peut-être plus nouveau, le petit doigt de Gurman semble avoir entendu parler d'une prochaine mise à jour du Mac Studio qui, lui, est toujours basé sur les déclinaisons de la puce M1, alors que même le Mac Mini est passé au M2. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas pour la WWDC. Tout ça dans un contexte de baisse drastique des ventes, comme on en a déjà parlé dans iWeek LSA numéro 132. François, les possibles annonces comme les décrit Gurman, ça devrait suffire d'après toi pour faire revenir les acheteurs ? Je crois pas, je suis assez sceptique en fait, je pense que j'ai eu l'occasion déjà de le partager à plusieurs reprises. Je pense que là il y a eu un gros mouvement de renouvellement chez pas mal de gens, à l'image de toi, de moi et d'autres. On est quand même assez nombreux à être passés au M1 au moment de l'arrivée des M1. Et c'est vrai que du coup, là, le renouvellement, on est peut-être un peu moins poussé parce qu'il n'y a pas de grosses évolutions. Et puis, voilà, comme vous l'avez évoqué la semaine dernière, et puis on va le redire aujourd'hui, hein, c'est vrai que l'augmentation tarifaire est quand même assez importante. Et puis, le gap technique est pas énorme, donc au final, ça fait quand même pas mal de petites choses qui font que, non, je pense que ce qui pourrait éventuellement relancer un peu la machine, c'est de nouveaux produits. Je pense que ce MacBook Air 15 pouces, c'est une bonne idée. Parce que je pense que c'est quelque chose qui manque à la gamme. Moi, je sais que, voilà, au niveau de la fac, il y a beaucoup de collègues qui sont très déçus de passer à des petits 13 pouces. Parce que, on n'achète plus de MacBook Pro au-delà du 13 pouces. Parce que, voilà, le tarif est quand même énorme. Donc, je pense qu'il y a de la place dans la gamme pour un petit MacBook Air 15 pouces. Maintenant, évidemment, une fois de plus, tout dépendra du tarif. Mais on sait que le MacBook Air M2, là, est aux environs des 1500 €. Donc, on peut espérer, voilà, quelque chose qui sera peut-être aux environs des 1800, 1900 €, ce qui représente quand même un gros billet, hein, je le conçois. Mais c'est toujours mieux que les 3000 € du MacBook Pro 16 pouces. Qui dit conférence des développeurs dit aussi nouvelle version de tous les systèmes d'exploitation. Jusqu'à maintenant, on ne s'attendait pas à de nouvelles fonctions fracassantes, mais voilà que Mark Gurman, toujours lui, lance un pavé dans la mare, l'air de rien comme ça, en fin de sa newsletter, je sais pas si tu l'as lu, en évoquant la possibilité qu'iOS 17 soit prêt à accepter le sideloading. Et rappelons que le sideloading, c'est l'installation d'applications ne venant pas de l'App Store. Alors ça, ce serait la révolution. On sait que beaucoup reprochent à Apple sa position dominante en obligeant ses utilisateurs à forcément passer par l'App Store, justement. Alors, est-ce que tu y crois, toi, à cette ouverture et que ça arrive dès iOS 17 ?
Ça arrivera parce que je pense que de toute façon ils vont y être contraints par la force. On sent bien qu'il y a un mouvement assez intense de la part du législateur dans les différents pays, à l'échelle européenne en particulier. Maintenant, ça me paraît un peu tôt et je trouve ça étonnant qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Pour iOS 17, évidemment, on sait que ça arrivera, mais pour iOS 17, ça me paraît un peu tôt. Maintenant, ce sera un bon moyen pour une fois pour Apple d'anticiper la chose et de pas attendre qu'on lui tape sur les doigts en mode vas-y, t'as pas le choix, mon grand, vas-y. Je trouvais ça plutôt intelligent d'un point de vue politique. Maintenant, à voir, moi, c'est vrai que si effectivement on a le droit à ça, ça veut dire qu'on aura une keynote qui sera très très longue. Mark Gurman d'ailleurs l'a évoqué dans sa newsletter. On parle quand même de sans doute plus de 2 heures, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Et s'il y a cette partie-là aussi, je pense qu'Apple risque quand même peut-être de mettre quelques garde-fous, mais lesquels, ça je sais pas. Et puis voilà, malgré tout, le fait d'installer quelque chose qui vient de n'importe où, ça peut aussi provoquer des petits soucis, du genre par exemple des virus, mais je spoil un peu ce qui va arriver derrière. Ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus dire justement « moi je suis sur Mac et je n'ai pas de virus ». La situation pourrait toutefois devenir encore plus tendue pour notre plateforme favorite, puisqu'on apprend qu'un groupe de pirates bien connu du côté de Windows et de Linux, qui porte le nom de Lockbit, semble malheureusement vouloir commencer à s'intéresser au Mac, notamment en proposant un rançongiciel clé en main, qui plus est optimisé pour les processeurs M1 et M2 qu'on a évoqués plus haut. On rappelle que les rançongiciels, ransomware en anglais, chiffrent le contenu du SSD et proposent ensuite de vous envoyer la clé de déchiffrement contre paiement naturellement. Du coup, je me demandais, François, si tu prenais des précautions particulières pour protéger ton Mac. Je t'avoue que la protection particulière, c'est déjà de pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire de faire attention à où est-ce que je télécharge des applications, ce que j'installe, éviter de cliquer sur des liens dans des corps de messages dont je connais pas les destinataires. Pareil pour messages, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui le fait que tout soit synchronisé, les messages que vous recevez sur votre iPhone, souvent ils arrivent aussi sur le Mac. Et c'est vrai que voilà, encore l'autre jour, j'avais un colis soi-disant qui n'arrivait pas à être livré, sauf que j'avais rien commandé. Donc il faut être vigilant là-dessus, pas faire n'importe quoi. Et puis effectivement, moi ça m'arrive, j'ai pas de trucs en permanence, mais de temps en temps j'utilise par exemple Malwarebytes, je sais pas si tu connais, qui permet de faire un petit scan, vérifier qu'il n'y a pas de plugin intempestif ou d'extension en particulier sur les navigateurs internet. Non, ce qu'il faut c'est avoir une utilisation en bon père de famille, comme disent les opérateurs téléphoniques. Pas faire n'importe quoi, et surtout quand vous cherchez une application, tapez pas le mot de l'application sur Google et prenez le premier lien, faut vraiment aller sur le site du fabricant, parce qu'il y a plein de faux sites de téléchargement qui vous proposent des applications qui vous paraissent réelles, et au final c'est pas la bonne application, et c'est là où il faut faire vraiment, vraiment attention. Effectivement, et puis si on veut être rassuré un peu, on rappelle qu'il existe des scanners antivirus gratuits sur l'App Store, comme Virus Barrière, alors ça s'écrit B-A-2-R-I-E-R à l'anglaise, de l'entreprise française Intego, qui est dans le domaine depuis des années maintenant, à qui on fait bien confiance dans le domaine. On peut récupérer cette application Virus Barrière sur l'App Store gratuitement. La limitation, c'est que ça fait que du scan, donc pas de protection en temps réel, mais au moins, si on sait que son Mac n'a pas de virus, on est rassuré, et on peut ensuite reprendre ses activités normales. Et puis pour détendre, voilà le retour de la période d'essai gratuite de 2 mois d'Apple TV+, pour le lancement de la nouvelle série La dernière chose qu'il m'a dite avec Jennifer Garner dans le rôle-titre. Offre, attention, réservée aux nouveaux abonnés seulement, et aussi à ceux qui connaissent l'adresse spéciale pour bénéficier de l'offre. Allez, on vous la donne, on est sympa. Il faut taper https://redeem, ça s'écrit redeem.apple.com/ tout attaché Apple TV Jennifer -fr. Voilà, vous n'avez plus qu'à réécouter ça pour pouvoir ensuite la taper dans votre navigateur. Et là, vous pourrez bénéficier, si vous n'êtes pas encore abonné, de 2 mois d'essai à Apple TV+. Écoute, je sais pas toi, mais moi, je trouve de plus en plus de choses à regarder sur Apple TV+. Donc, moi, je trouve que ça vaut le coup. Alors déjà, 2 mois gratuits, c'est bien, mais même à conserver ensuite. Oui, je sais pas pour toi, mais on sent qu'Apple commence vraiment à être très très agressif. Il y a quand même l'accord Canal que vous avez évoqué avec Eddie vendredi. Il y a quand même pas mal de petits faisceaux qui montrent ça. C'est vrai que c'est très qualitatif. Enfin voilà, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer un certain nombre de fois. Il y a pas mal de petites séries qu'on conseille sur Apple TV+. Enfin pas mal, quasiment toutes les séries en fait. Et puis moi je t'avoue que je suis curieux de voir cette série-là, parce que voilà, Jennifer Garner, je sais pas si tu avais eu l'occasion de regarder cette série qui passait sur M6 il y a très longtemps, qui s'appelait Alias.
sur une histoire d'espion. Elle était agent double, voire agent triple ou agent quadruple à certains moments. C'était très sympa, donc moi je garde un très bon souvenir de cette série-là, enfin surtout de la première saison. Comme souvent, hélas, rendu à la deuxième, troisième saison, ça devient un peu bizarre. Mais je pense que je vais jeter un coup d'œil à cette série juste pour le plaisir de revoir la belle Jennifer Gardner dans un rôle, puisqu'on la voit plus trop en ce moment. Bon, on va attendre que tu nous racontes tout ça. Et en attendant, la quotidienne iWeek Reviens demain.